Bon, je dois dire d'entrée de jeu que nous traversons un monde qui devient de plus en plus fou, malheureusement. C'est un monde qui n'est plus tellement stable, étant donné que si nous allons au Moyen-Orient, nous observons au grand conflit qui déchire Israël et la Palestine, avec tout ce que ces conflits traînent comme mort et destruction des infrastructures de base et même des infrastructures vitales de la population. Et si on remonte un peu, on voit l'invasion de la Russie contre l'Ukraine, avec tout ce que cela traîne comme mort, des vies humaines et de destruction des infrastructures vitales. Si nous remontons chez nous maintenant en Afrique, si on va au Soudan et qu'on regarde tout ce que les incompréhensions et les intolérances politiques engendrent comme affre sur les populations soudanaises, si maintenant j'ai rebondi dans notre région de Grand Lac, avec les 30 années de guerre que subit la République démocratique du Congo, mon pays, avec tout ce qu'il y a comme vie inutilement et innocemment arrachée, et ces vies sont comptées aujourd'hui en millions, et que nonobstant les efforts qui sont fournis aussi bien au niveau local du pays, au niveau régional qu'international, on sent que le pays est aujourd'hui au diapason d'une division qui ne dit pas encore son nom. Donc voilà, c'est un tableau plutôt sombre, mais qu'au-delà de ce tableau sombre, tous les espoirs restent permis parce que, en tout cas comme constructeur de paix, je dois dire haut et fort que la guerre a échoué. Dans toutes ces zones que j'ai citées, où la folie humaine amène les uns contre les autres à se confronter par l'effusion de sang, il n'est un secret pour personne. Il n'y a pas la paix. Et qu'on ne compte que des morts, on ne compte que des destructions massives. Et cela veut dire que cette journée vaut son pesant d'or, d'autant plus que c'est la paix qui gagne. Et que seule la paix peut amener les uns et les autres à s'asseoir autour des tables, et à aller vers des compromis, et à donner la chance aux populations de faire exprimer leurs vœux, d'exprimer leurs aspirations. Et c'est cela la grande victoire que nous attendons. Nous, comme constructeurs de paix, nous restons optimistes et nous pensons que la guerre est en train d'échouer. Et tellement la guerre est en train d'échouer, nous nous permettons de penser que l'ensemble des mécanismes qui sont mis ensemble dans les concerts des nations pour aller vers une stabilité absolue, c'est celle-là la victoire pour laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui et que nous attendons demain. Tout à fait. Au fait, je dois dire d'entrée de jeu ici que la stratégie qu'utilise APC, c'est d'abord l'écoute. Nous nous écoutons et laissons les cris d'alarme des populations affectées par des violences, affectées par des crises. Ça peut être des alertes venant des leaders de ces populations. Ça peut être même des cris venant aussi des autorités à différents niveaux qui approchent APC pour demander une implication d'une manière ou d'une autre pour prévenir des foyers de tensions qui naissent, qui se consolident, ou carrément pour intervenir auprès de certaines situations qui risquent de déboucher à des violences beaucoup plus dommageables. Voilà, c'est sur base de ces alertes que nous, comme Action pour la paix et la concorde, engageons des processus de vérification, d'analyse beaucoup plus approfondis avec des acteurs venant de ces différents milieux pour que on pense ensemble quels mécanismes idoines
sur lequel s'appuyer pour soit prévenir l'éclosion de la violence, soit pour travailler avec les parties prenantes pour commencer un processus de transformation. Donc, les résultats de l'ensemble de ces analyses nous amènent à la conception des propositions que nous soumettons à des partenaires potentiels qui peuvent être des donateurs, aussi bien du niveau national, régional qu'international. C'est ce qui nous permet d'être présents sur le plan national, parce que ça, il est important que vous le sachiez, l'ONG Action pour la paix et la concorde, c'est une ONG de droit congolais, mais qui est de portée nationale. Le partage régulier de ces cris que nous recevons nous oblige à être présents, en tout cas plus ou moins aujourd'hui, dans toutes les grandes zones où sévissent des conflits communautaires beaucoup plus prononcés. Toute notre présence dans ces zones que je venais de vous citer tantôt, cette présence est assurée par les appels faits par les délégués de ces communautés, et que c'est des communautés beaucoup plus composées en majorité par des jeunes filles, des jeunes garçons, et malheureusement les conséquences sont beaucoup plus sur les femmes qui sont leurs mères. Dans le processus de construction des capacités de résilience communautaire, pour résister d'abord contre les formes de manipulation, parce qu'elles sont parmi les causes principales qui amènent les communautés à se soulever les unes contre les autres. Les structures communautaires qui sont mises en place sont d'abord composées en grande majorité par des jeunes garçons et filles. Et dans le processus de promouvoir la voix de la femme, la compétence de la femme, un pourcentage de 40% est d'abord dédié à des responsables femmes. En plus d'autres femmes qui peuvent être élues dans les 60% qui restent, cela nous amène plus facilement à avoir des structures où d'ailleurs les femmes sont encore beaucoup plus responsables des postes de renforcement des capacités des membres de leur communauté, responsables même des structures qui sont mises en place en termes de stratégies de relèvement socio-économique à travers les mutuelles de solidarité, les AVEC, ou encore les forums de prévention et de transformation des conflits. Donc nous attachons une importance très très capitale à la compétence des femmes, et surtout à la place des femmes comme des personnes à la fois proches des hommes à travers les maris, qui sont pour la plupart des fois auteurs de violences, mais aussi à la qualité de la femme comme mère, génératrice de la vie humaine, et en ceci qu'elles sont à la fois femmes de certains bourreaux, mais aussi mères de certains jeunes, beaucoup plus garçons, qui sont auteurs de manipulation des armes, et parfois même contre les prescrits de la loi. Et que nous pensons que ces stratégies constituent des moyens sûrs pour la construction de la capacité de résilience, parce que c'est celle-là qu'il nous faut de par tout le pays. Il faut construire des capacités pour que le Congolais soit à même d'être à la fois responsable et décideur de son présent et de son futur, pour construire la stabilité et pour le développement. Bien évidemment, en tout cas, les défis à côté de tout ce qu'il y a comme succès sont nombreux. Je pense que le premier grand défi aujourd'hui qu'on a comme Congolais, c'est cette guerre qui ne s'arrête pas. La guerre, elle est injuste, elle est injustifiée et elle est absurde. Elle enlève des vies, elle plonge des populations entières dans le déplacement interne et dans le refuge. Et ça, c'est un grand défi, parce que tout l'arrière-pays qui constitue le grenier pour l'alimentation des grandes agglomérations de notre pays, ces arrière-pays sont en train d'être vidés de leur population. Ça, c'est déjà un premier défi. Donc, là où on construit des structures pour que la population prenne le relais de sa propre destination en main, quand ces populations
sont obligés soit d'être déplacés internes ou de devenir réfugiés à travers les pays voisins comme le Burundi ou encore l'Ouganda, vous comprenez déjà que c'est un recul dans le processus de stabilisation. Un deuxième grand défi qui est lié à cette guerre, c'est cette coupure de l'Est avec l'Ouest. Nous n'avons pas encore de ponts aériens qui puissent permettre aux intervenants de relier les deux bouts du pays pour être proches des populations et apporter l'assistance humanitaire et de stabilisation qu'il faut. Un troisième grand défi que nous observons aujourd'hui, c'est la restriction des ressources financières. Beaucoup de bailleurs de fonds manifestent déjà une certaine latitude avec la crise dans le Grand Lac. Et que tout ça amène le Congo à devenir comme un orphelin de plus en plus manquant de ressources financières pour subvenir aux besoins de la population, aussi bien sur le plan humanitaire que sur le plan de la construction de la capacité de résister ou de construire sa propre résilience. Un tout dernier grand défi que nous observons aujourd'hui, c'est ce manque de l'application de la localisation de l'aide. On sent une forte compétition autour des ressources financières disponibles au niveau du pays. Et que cette compétition entre les ONG nationales, locales et les ONG internationales ne concourt pas à donner beaucoup plus de valeur aux ONG nationales, locales, à prendre la destinée de l'assistance du pays auprès des populations affligées. Et c'est à ce niveau où on demande aussi à notre gouvernement congolais de faire tous les moyens possibles pour appuyer l'application réelle de la localisation de l'aide. Donc c'est une journée très importante en ce sens qu'elle rappelle à chacun de nous, de par le monde, la nécessité d'aller vers, oui, de mauvais arrangements parfois, mais qui valent mieux que de bons procès, parce qu'on a compris la limite des procès. La limite des procès n'engendre que violence sur violence. C'est le cas entre Israël et la Palestine, c'est le cas entre la Russie et l'Ukraine, c'est le cas dans la région des Grands Lacs. Et qu'une journée internationale de résolution des conflits, c'est une journée très cruciale qui devrait rappeler à chacun des êtres humains que la folie humaine ne conduit qu'à la violence, tandis que des solutions concertées conduisent à plus de stabilité, à la paix, et la paix, c'est le pont pour le développement, pour le bien-vivre des populations mondiales. Naturellement, pour désamorcer un conflit, il faut d'abord que toutes les parties arrivent à comprendre la cause profonde de ce qui les divise. Parce que le début de tout conflit, c'est le campement de chaque camp sur sa zone de confort. Chaque camp, lorsque elle pense que c'est elle qui a raison et pas l'autre, on perd de plus en plus les chances de comprendre les biens qu'il y a dans l'autre avec lequel on est en conflit. Mais quand on se donne cette latitude d'écouter l'autre partie, d'accepter de s'asseoir autour d'une table avec lui, d'accepter des concessions, et c'est là où j'ai parlé parfois, c'est des mauvais compromis. Ça peut être des mauvais compromis, mais ces mauvais compromis valent mieux que quelqu'un qui se dit qu'il veut en découdre avec l'autre parce qu'il pense que c'est lui qui a raison. Parce que la raison ne sait pas toujours amener la paix. La plupart des fois, on a vu que la raison ne débouche que sur un gagnant et un perdant. Et à chaque instant, le perdant va aussi développer de nouveaux mécanismes pour qu'il devienne aussi gagnant demain. Et c'est cela qui justifie les cycles infernaux de violence dans ce monde. Donc, utiliser la médiation, utiliser le dialogue, utiliser le bien vivre ensemble, voilà autant d'outils que nous nous recommandons comme transformateurs des conflits pour que le monde aille vers beaucoup plus de paix, que le monde aille vers beaucoup plus d'humanité, pour que le monde aille vers beaucoup plus de calme et de développement.
Oui, pour la population congolaise, je dois dire que le courage et l'espoir restent permis. Nous ne devons pas perdre ce courage-là. Nous devons continuer à travailler sur l'ensemble des acteurs dans toute leur diversité pour que la guerre cesse, pour que règne la paix, pour que règne la cohésion, pour que règne la justice et que le lendemain soit un lendemain de construction d'un Congo beaucoup plus fort, d'un Congo qui est craint par ses voisins et d'un Congo qui est à la traîne des autres États africains parce que le Congo mérite mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Au niveau africain, au niveau régional, je salue la bravoure des populations transfrontalières malgré les attitudes des politiciens. Je pense que les populations de cette région sont restées soudées entre elles. Elles n'emboîtent pas forcément les manipulations politiques et je pense que c'est cela qui nous permet aussi de renforcer notre espoir. Que cette résistance contre les manipulations politiques s'accroisse entre ces populations et que ces populations obligent les dirigeants des pays de la région à comprendre que le peuple veut mieux que ce à quoi nous observons aujourd'hui.